Ariane TV, plus proche de vous. ATV Soir. Tout ce que Dieu fait est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la première sortie officielle de votre magazine socio-culturel ATV Soir. C'est aussi la première édition de ce mois de mai, parce que nous sommes le 2 mai 2016. Le week-end a été très mouvementé. Il s'est d'ailleurs ouvert avec la clôture des deuxièmes assises sur les entreprises culturelles et industries créatives organisées par le ministère des Arts et de la Culture, avec comme véritable cheveux ouvrière la fondation Paul Ango est là. Ça a commencé mercredi le 27 pour s'achever vendredi. Ensuite, on a enchaîné le lendemain avec la journée internationale du jazz. C'était du côté du centre culturel camerounais. On a pu avoir le bonheur de redécouvrir sur scène Caillou, Caillou, qui est d'ailleurs vainqueur, si vous voulez, le tout premier prix du conservatoire des CJ. Il prestait encore au Cameroun. Et André Manga qui est venu clôturer et boucler la boucle, un beau moment riche en son et en émotion. Hier, les travailleurs de tous bords, y compris les artistes, ont pris d'assaut les différents espaces pour pouvoir battre le pavé et faire entendre leur voix. J'ose croire que le travail décent sera une véritable réalité au Cameroun, si ce n'est pas une commande dans les discours. Ce lundi est particulier parce que il intervient juste à... il intervient vraiment pendant un jour férié, mais à la veille, voilà, de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. La presse au Cameroun est-elle véritablement libre? C'est toute la question qu'on se pose. Au moment où cette journée va se célébrer demain, la thématique tourne autour des sources d'information. On est dans un pays qu'on appelle le Cameroun, que nous aimons tous, mais où les fonctionnaires sont motus et bouche cousue. On vous parle du droit des réserves. Même pour savoir si le président Paul Biya au Cameroun, c'est le droit des réserves. Est-ce que sa fille a été victime de racisme? Droit de réserve. Est-ce que Thierry Edjege a le droit de produire ATV Soir? Droit de réserve. Dans tous les cas, on en parlera dans le cadre de cette édition d'ATV Soir avec Yannick Ebossé. Il est journaliste dans le tri-hebdomadaire Le Soir et président du syndicat national de journalisme du Cameroun, la branche du centre. On va revenir sur les enjeux et les perspectives des deuxièmes assises des entreprises culturelles et industries créatives, pas avec n'importe qui. On a fait venir des grosses légumes de l'univers culturel au Cameroun. On aura Narcisse Wandjike derrière des nôtres. Il est cinéaste et promoteur du festival Miss Mebinga. L'histoire retiendra. Il faudrait que je le souligne que c'est le tout premier à faire venir A+ au Cameroun. Les autres l'ont suivi. Moi, je préfère relater les choses telles que je les ai vécues pour que demain on puisse également retenir que j'avais dit la vérité. C'est le tout premier grâce à ce festival qui a fait venir A+, qui a organisé pour la première fois le B2B, et on va également retenir que les promoteurs n'étaient pas là pendant ce B2B. Il y a Chembi Mouna. L'histoire retiendra également qu'il s'est battu. Je ne sais pas contre qui, pour avoir pour que le Cameroun, mieux encore Yaoundé, puisse accueillir la 5e conférence des industries créatives au Cameroun. Le pauvre n'avait même pas 5 francs dans sa poche. Il s'est battu avec les prêts par-ci, les lèvres par-là. J'imagine que son oncle a beaucoup souffert, la fondation Mouna. Si elle n'a pas fermé, c'est parce que Dieu nous aime. Il sera avec nous pour nous donner sa vision
des choses, lui en tant que promoteur culturel. On aura également Owonan Chama Joseph, qui est chercheur à la Fondation Polango est là, et chroniqueur, grand chroniqueur d'ailleurs, dans le magazine Art et Culture qu'on appelle Mosaïque. Tous les trois vont essayer de nous dire qu'est-ce qu'ils ont retenu pendant ces assises-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et que nous réserve l'avenir. Mais bien avant, on va planter le décor comme il est de coutume tous les début de semaine, en rendant grâce à l'éternel Dieu. C'est avec Mary Ngolissom. Pourquoi elle s'appelle en Congo? Bon, Mary Ngolissom, elle chantait quand même en langue vernaculaire. J'aime ça et j'aime surtout la chorégraphie, les instruments qui vont avec. Juste après, la science culturelle prendra les arènes. Nam no no adele bankale ni lingwang je hangole ampam. Oh lo 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 lo. Ngoyong iberbang wenge mawanda hoya bangle uibe yani. Wenu hongalingwang lingtingui. Wenu hongalingwang lingtimoni. Anu me moni to nu angwe lingwang anu me jo a lingwang jong li atabe yu atama hola berba ayo asuni mu kaliara omera wa bana salang nig bolo jowa ga ko de a jowa ga ko de jowa ga ko de jowa ga ko de oh lo 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 jowa ga ko de bolo jawaga kunde lo 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 la me wenu webe wa yimil mi ngili wang le morno be keliara wemera wa bana salaga ndig bolo jawaga kunde jawaga kunde jawaga kunde
De retour sur le plateau d'ATV Soir, appelez-la comme vous voulez, Meringolisson, bien Meringolisson, nous on l'aime parce qu'elle chante bien et elle continue de porter très haut les tendances de la musique gospel. Si vous êtes abonné d'une société de téléphonie mobile, il y a sa musique comme Phones. Hein. Si vous êtes chrétien confirmé et tout le reste là consacré aussi, vous pouvez prendre la musique de Meringolisson comme Fontons ou alors celle de mon ami Charles Sitenga. Guy Michel également a une musique de Fontons. Ça veut dire que le gospel avance. Nous autres on ne s'est pas battu pour rien. Félicitations à mon ami Commando Big J qui a une émission qui passe à la télévision nationale qu'on appelle Gospel Beat. Une émission qui est un véritable boulevard pour l'éclosion de la musique gospel au Cameroun. J'espère aussi que le moment venu, quand on racontera l'histoire, la vraie histoire, frérot, on te citera, je l'espère. Dans tous les cas, on sera là pour restituer l'histoire et la vraie. Maintenant, on parle de l'histoire pour vous dire qu'en 2008, se sont tenues les premières assises sur les entreprises culturelles et industries créatives. C'était à Douala. Il y a exactement 48 heures, elles se sont achevées à Yaoundé. 8 ans après, je ne sais pas comment on fait le décompte pour que ça puisse se tenir de cette façon-là. Mais c'était du côté de l'hôtel Montfébé ici à Yaoundé. Et ça réunissait les artistes, les entrepreneurs culturels, les représentants des organisations professionnelles, les organismes de gestion collective du droit d'auteur et du droit voisin, les cadres du ministère des Arts et de la Culture en charge des entreprises culturelles et des industries créatives, les représentants et les partenaires. Vous convenez que là, il manque quand même un maillon essentiel, la presse spécialisée dans l'univers de ce domaine-là. Bon, on devait être là présent, mais ça ne figure pas parmi les participants. Certains d'entre nous, on s'est retrouvés là-bas par affinité et parce que on est très souvent à l'affût de l'information. Place maintenant aux principaux acteurs qui étaient au cœur de cette action-là du côté de l'hôtel Montfébé ici à Yaoundé. Nassis Wanji, bonsoir. Bonsoir Thierry et bonsoir à tous les téléspectateurs de ATV. Ça va? Tranquille. Ça a été la fête du travail hier. Vous êtes... les artistes ont des travailleurs, je suppose. La fête du travail, il faut bien... Les travailleurs, c'est ceux-là qui ont un statut. L'artiste n'a pas de statut. On est régi par quoi? Si ce n'est peut-être pas... j'ai envie de dire une bêtise, hein. Et on n'a peut-être pas un statut spécial de l'artiste, mais on est quand même un peu régi aussi dans le même secteur du travail. Mais sauf que qu'est-ce qui nous protège maintenant en tant qu'artiste? Je ne suis pas sûr qu'il y a ces outils juridiques-là. Mais oui, j'ai accompagné beaucoup d'amis qui fêtaient hier. Tu as assisté aux agapes quand même? Pardon? Tu as assisté aux agapes? Non, non. Pourquoi? C'est la partie la plus importante, les agapes. Il fallait assister aux agapes, là. Non, après, j'avais beaucoup d'autres choses aussi à faire. Beaucoup d'autres choses à faire. On est heureux de savoir que vous êtes finalement remis parce que après 3 jours de réflexion, véritable brainstorming du côté de la colline là-bas, c'était pas évident. C'était pas évident. On va accueillir l'autre qui est déjà avec nous, Chembi Mouna. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir aux téléspectateurs de ATV Soir. Ça va? Ça va bien. Elle a bien débuté cette semaine, la toute première d'ailleurs de ce mois de mai. Oui, très bien. Qu'avez-vous fait de particulier depuis le matin? Vous avez mangé un morceau? Parce que vous êtes toujours... C'est une grâce de vous avoir sur ce plateau. Dieu seul le sait. Attendez que je me souvienne. Ça fait depuis octobre quand même que je cours après vous pour vous avoir 5 minutes, 2 minutes dans une émission. Comment vous avez fait pour être à Yaoundé en ce moment-ci? Vous n'êtes pas entre deux véhicules, entre 2 avions? Voilà, c'est vrai que mes multiples casquettes m'amènent à voyager beaucoup à travers le Cameroun. Donc, cette fois, je suis resté parce que on venait juste de finir les assises. Donc, il temps que je me repose un peu. Et dans ces différents voyages et autres repos, vous avez quand même le temps de manger un morceau? Bien sûr. Vous en avez pris depuis le matin? Faut que l'organisme vive, oui, bien sûr. Vous en avez pris depuis le matin, c'était quoi? Le hachou avec le c'est comme si vous avez lu dans mes pensées. Pour ceux qui le savent, le 1er mai, c'est aussi ma journée d'anniversaire. Ah oui, on a souhaité beaucoup d'anniversaire. Pendant qu'on y est, je suis demandé de venir à ma part de gâteau d'anniversaire. Il est où mon gâteau? C'est le moment pour moi de manger le meilleur plat que mon épouse peut me servir. Et en passant, il est où mon gâteau d'anniversaire? Je t'en ai envoyé un, puis tu ne tardais à m'envoyer pour moi. Ouais.
Mon gâteau, il est où? Bon, on va se rattraper après l'émission. Alors, nous sommes très heureux de savoir que vous avez fait un déplacement. Ronan Tchama reste attendu. J'espère qu'il ne sera pas bloqué par, je sais pas, j'ai pas suivi le 13h, encore moins de 6h. La route, nous qui sommes situés sur l'axe, on va dire quoi, principal, apparemment le chef de l'État doit se déplacer, puisqu'il y a les gars de la garde présidentielle, il y a la police. Il y a un mouvement quelque part. Bref, c'est une bonne chose s'il se déplace ou bien s'il est de retour. On en saura un peu plus. Alors, Narcisse, vous avez assisté aux assises sur les industries créatives, les industries créatives des entreprises culturelles organisées par le MINAC sur la houlette, ou alors avec comme organisateur technique, opérateur, comment on appelle ça, comme directeur des opérations, la Fondation Paul Angot. Et là, comment vous avez trouvé les travaux, vu de votre casquette d'artiste et cinéaste? Écoutez, déjà je veux faire remarquer que les personnes qui avaient été conviées, je parle que ce soit les panélistes, que ce soit le public qui était là et les interventions, au regard de ça, je dois dire que c'était vraiment très enrichissant, de par la qualité des panélistes, de par la qualité des interventions. Donc, je suis sorti de là après ces 3 jours nourris, j'ai pu gagner en expérience aussi et en connaissance aussi. Donc c'est toujours très 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 plaisant de se retrouver dans de pareils milieux. Très plaisant. Alors, Tchembi, vous avez eu l'opportunité de donner une communication pendant ces assises-là, au-delà du fait que vous assistiez déjà comme entrepreneur culturel. Je vous repose la même question. Quel est votre sentiment après ces travaux? Comme mon confrère Narcisse a dit, on se réjouit déjà du fait que il y avait des panélistes haut de gamme de toutes les différentes filières, l'État, les opérateurs culturels, des personnes juridiques. Mais aussi, on est sorti de là édifié. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que pour une fois que le gouvernement du Cameroun organise un événement, la société civile était vraiment conviée en masse. Voilà. Donc, société civile impliquée, il faut rappeler pour ceux qui ne sont pas là qu'il y a eu 4 groupes de travail, si vous voulez 4 ateliers. On a discuté sur métier, formation et professionnalisation. On a discuté sur lieu de création, lieu de production, lieu de diffusion. On a discuté également sur l'économie de la culture et on s'est beaucoup plus apaisanti sur le cadre juridique avec le dépassement de la loi 2000 baptisée loi Oyono. Il y a eu tout un atelier sur le statut de l'artiste où véritablement la plupart sont sortis de leur gond. Alors, Narcisse, vous qui avez assisté à ces travaux de bout en bout, je veux savoir, moi j'ai eu l'impression que des questions de fond telles que la place même de ce que c'est qu'une entreprise culturelle n'ont pas été évoquées. J'ai parlé tout à l'heure parmi les participants de l'absence d'une corporation très essentielle, à savoir le volet critique de la chose, journaliste culturel, chroniqueur d'art. Comment vous l'avez vécu? Alors, je pense peut-être qu'il faudrait qu'on s'accorde tous sur la notion d'entreprise culturelle. Je pense d'abord qu'il y a déjà des entreprises culturelles qui existent chez nous. Que vous prenez du côté une bibliothèque, c'est une entreprise culturelle. Ceux qui font dans l'organisation des festivals, ce sont des entreprises culturelles. Après maintenant, une question reste, est-ce qu'on est entreprise culturelle sous le statut juridique d'association ou on est entreprise culturelle sous le statut juridique d'une SARL? Là, le débat, il est ailleurs. Mais je reste convaincu que pour le cas typique du Cameroun, on est entreprise culturelle, pas simplement par rapport à son statut juridique, quoique c'est important, mais par rapport à votre capacité à faire rentrer des devises, à avoir un produit que vous mettez sur le marché, et permettre qu'il y ait ce libre-échange, la consommation, la vente, etc. Donc à partir de ce moment-là, le produit culturel, on peut penser qu'il y a effectivement une entreprise culturelle. Pour le cas par exemple de Miss Mebinga, le produit culturel que Miss Mebinga met sur le marché, c'est le festival Miss Mebinga. Parce que Miss Mebinga, c'est une association et qui a un produit qui est le festival Miss Mebinga. Et pendant le festival Miss Mebinga, on fait rentrer des personnes dans le pays qui circulent, qui font... Est-ce que là, c'est pas fausser le débat? Et c'était également ça ma crainte pendant toutes les assises.
il vient parler de Miss Mbinga. Je vais aller plus loin. Écran noir. Abokingoma. Fescari. Fessi Bikoutsi. J'oublie quoi. Toutes les autres associations qui ont des grands. En fait, qui ont des renommées au Cameroun. Toutes sont portées par des associations. Et vous savez que sur le plan juridique, une association a des désavantages. Ils ne sont même pas arrimés au niveau des PME. Ouais. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que là on n'est pas en train de biaiser le débat? On prend des associations qu'on essaie de vouloir fédérer comme étant de véritables entreprises, alors que sur le papier, les statuts et autres règlements disent le contraire. Oui Thierry, tu as exactement raison, et si mes souvenirs sont bons, ça c'était le débat des premières assises, parce qu'on réfléchissait comment développer ces associations en entreprises culturelles. 8 ans après, on en est sur le même débat. Association culturelle qui doit devenir une entreprise. Et je crois, comme tu dis, c'est pas un bon débat, et ça va à l'encontre du développement de ces associations. Je donne un exemple terre à terre. Quand tu es une entreprise culturelle, et le seul document officiel ou juridique que tu as, c'est un récépissé d'association. Voilà. Et tu vas à la banque pour dire, écoute, monsieur le banquier, j'ai un projet de festival. Et l'OIF a décidé de me financer à 50%. Mais il faut que je trouve la contrepartie de 50%. On ne vous prend pas au sérieux parce que vous n'êtes pas une entreprise. Vous n'êtes pas organisé, vous êtes une association, vous n'êtes pas une entreprise. Vous n'êtes même pas une PME, parce que PME, vous devez avoir au moins 21 employés. Votre chiffre d'affaires doit tourner autour de 100 millions de francs par là. Et là, ça devient compliqué. Voilà, et ça rejoint ce que mon confrère disait, il faut avoir un produit que vous mettez sur le marché qui est rentable. Est-ce que le produit seul, parce que pendant les assises également, les débats ont fait pas à ce niveau-là, la question du produit, la question de la marque, et même le projet d'inciter des structures, de grosses firmes de la place à venir sponsoriser. Je pense que ça dépend de quel côté on se situe. Tout de suite là, nous on parle d'abord peut-être en tant que chef d'entreprise, si vous voulez. En ce moment-là, moi, je ne m'intéresse qu'à mon produit, que je mets à la disposition d'un éventuel consommateur. Évidemment, le statut juridique est la chose qui nous freine en ce moment, parce que, comme le président Chambi l'a si bien évoqué, tant qu'on n'aura pas arrêté un statut juridique propre aux entreprises culturelles, si c'est un établissement, si on veut que nous devenons tous des établissements, eh bien on n'a qu'à demander aux entreprises culturelles d'aller sur ce registre, sur ce statut juridique-là. Mais nous, maintenant, en ce moment, moi qui travaille sous la casquette d'une association, j'ai un certain nombre de produits que je mets à disposition des consommateurs qui sont le public camerounais. Donc, cet échange-là fait que quand on parle d'industrie, ça fait qu'il y a 3 parties. Il y a la personne qui consomme, il y a le produit, il y a le fabricant du produit. Voilà, à partir du moment où ces 3 conditions-là sont réunies, pour ce qui est de l'entreprise, moi je fais mes chiffres. Et si ça me permet de payer des impôts, de payer mon personnel, je suis déjà dans l'élan d'une entreprise. Après maintenant, la marque, c'est à moi de faire vendre ma marque, de faire en sorte que ma marque reste gravée dans les mémoires des Camerounais et que ce soit le réflexe premier du Camerounais lorsqu'il faut consommer un produit de chez moi, ou bien qui est concurrent avec un autre produit, qui pense d'abord au mien. Donc c'est une stratégie marketing qui doit également être prise en compte dans le fonctionnement de mon entreprise. Pendant les travaux chez Mbimouna, on a constaté que le débat semblait être trop intellectuel, trop universitaire. Moi, je vous fais des confidences des amis qui ont pignon sur rue au Cameroun, sauf que je ne vous donne pas leur nom, à qui on a refusé la parole, estimant qu'ils sont trop jeunes, peut-être parce qu'il n'y a pas grand D avec petit R sur leur nom, ou bien grand P, en fait, P majuscule avec petit R. Est-ce votre sentiment aussi, vous qui avez couvert qui avez assisté aux travaux pendant les 3 jours? Il a eu le micro, donc je ne suis pas sûr que... C'est mon sentiment, et c'est amusant parce que j'ai posé ce problème, mais on m'a dit ça c'est les exigences du CDDD. Parce que le CDDD, c'est un programme de la coopération qui s'exécute avec l'État. Donc, traditionnellement, c'est la population et les membres de l'État, donc les membres du service central du ministère de la Culture, qui très souvent sont des académiciens ou... Donc je crois que c'était pour ça, je crois que c'était les exigences du financement. Mais néanmoins, comme j'ai dit, ils ont essayé cette fois d'associer des personnes comme de la société civile, peut-être un nombre très réduit, mais on était présents. Comment vous avez vécu cette frustration-là? Parce que je préfère éclater ça comme ça. Après l'exposé qui mettait à peine 15 minutes, on remettait le micro sensiblement aux mêmes personnes qui, à un moment donné, ne boudaient pas le plaisir de souffrir, que je suis cette expression-là, de cracher leur aigreur, de vomir leur frustration et d'imputer ça
à l'État, à la société civile et parfois à la jeune génération que vous êtes? Moi, ce que j'ai vécu de mon côté, je ne sais pas si je vais mettre ça dans le compte de la volonté manifeste de l'organisation de refuser le micro à un X ou à un Y, mais c'est effectivement c'est que les personnes comme les modérateurs qui étaient censés distribuer le micro, j'ai le sentiment qu'ils avaient un faible déjà pour un certain nombre de panélistes. Et donc ils avaient déjà, j'ai envie de dire, ils avaient une cible bien précise, et ce qui fait que quand tu ne rentrais pas dans la cible, évidemment tu avais du mal à avoir du micro. Du coup on a le sentiment que c'était les mêmes personnes qui parlent, mais moi finalement quand j'arrive dans un milieu je trouve toujours la solution. Qu'est-ce que vous faites? J'arrive à trouver la solution pour vous parler, parce que finalement nous sommes retrouvés dans un même atelier. Oui, donc, la première fois j'ai bousculé, j'ai pris le micro, fort heureusement on m'a remis le micro, et quand on a pris le micro, après on m'a fait le reproche que j'étais un peu très dur parce que j'avais fait le reproche à une panéliste qui disait que elle a une entreprise culturelle, elle s'est rapprochée de l'université pour être insérée, etc. Mais on n'a pas accédé à sa demande parce que voilà, peut-être qu'elle n'a pas suivi le parcours de la méthodologie, de la pédagogie de l'enseignement, etc. Et que quand elle organise son événement, les étudiants des arts du spectacle et cinématographie par exemple ne viennent pas. Et moi j'étais en train de lui répondre que c'est pas la faute à ces étudiants. Alors il faut tenir compte du fait que en art du spectacle il n'y a que 2 spécialisations, il y a le cinéma et il y a le théâtre. Alors si vous faites par exemple dans j'ai envie de dire quoi, si vous faites par exemple dans la bibliothèque, et vous voulez que les gens viennent, évidemment, ceux qui viendront, c'est d'abord ceux-là qui ont l'amour du livre, ceux-là qui aiment lire. Mais la personne qui n'aime pas lire ne viendra pas. D'abord parce que dans sa filière, il n'y a rien qui le lie avec ce... Et puis bon voilà, c'est devenu un débat. Et le lendemain, j'ai trouvé l'astuce, c'est que moi-même je suis devenu distributeur de micros. Ah là là, à la place du modérateur. Voilà, donc je donnais le micro personnellement. Et là, quand j'ai quelque chose à dire, voilà, tu récupères le micro et tu passais ton message avant de... La bonne nouvelle, c'est qu'on a un des modérateurs ici parmi nous qui va nous dire, puis s'il y en a qui se sont plaints de ne pas avoir la parole, Innocent Obam, Wonan Chama nous a finalement rejoint, Dieu merci, il n'a pas été bloqué par les quelques tracasseries qui a sur la voie publique, notamment à Ndaroud Bassos en ce moment. Joseph Owonan Chama, bonsoir. Bonsoir Thierry. Dieu merci, vous êtes finalement arrivé. Oui, je suis là. Alors, je vous cueillais avec cette question que je posais déjà à Chembi et à Narcisse. Beaucoup se sont plaints de n'avoir que le micro soit bloqué au niveau d'une certaine élite académique. Il fallait être DR, D majuscule, P majuscule avec petit R, pour avoir voix au chapitre pendant les assises. Vous qui êtes modérateur, comment vous faisiez pour remettre la parole aux uns aux autres? Je précise que vous aviez été modérateur pendant toute la journée de jeudi, dans quelques ateliers. Atelier numéro 1, justement. Voilà. Formation et professionnalisation. Non, disons que il ne faut pas être excessif non plus. Vous aurez toujours des gens qui se plaindront, dans tous les cas. Vous aurez toujours des gens qui se plaindront. Je vais faire juste une petite précision. Vous savez, quand il y a des regroupements de cet ordre-là, vous ne pouvez pas contrôler la qualité de l'individu qui viendra assister. Ça, c'est le premier détail. Le deuxième détail, beaucoup plus important, c'était que la parole, en priorité, doit être donnée à ceux qui ont qualité pour parler. C'était quoi? Les entreprises culturelles et les industries créatives. Donc, en réalité, ça concernait, ça s'adressait aux hommes d'affaires, aux hommes d'affaires culturels. Constitués comme tels. C'est ça le problème. Fondamentalement, c'est à eux la parole. Maintenant, la culture, ce n'est pas que, il y a des acteurs, je ne dirais pas comme vous, de petit calibre, ça n'avait rien à voir avec les questions académiques. Très bien. Attendez, je termine. Vous avez posé une question fondamentale. Maintenant, vous avez différents autres acteurs, la chaîne elle est longue. La troisième chose que je veux dire, c'est la question de la discipline. Vous savez, les gens ne sont pas si disciplinés que ça. Ce n'est pas les modérateurs qui font le désordre.
contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le public que vous avez en face de vous. Et je voudrais dire, pour avoir modéré la télé numéro 1, moi j'étais très gentil, justement plus rigoureux, plus dur que ça. Et je termine vraiment cette fois-ci, c'est que la méthodologie de travail était différente de celle des ateliers auxquels vous avez souvent eu à participer. Le public, on est assis, on donne la parole à distance et tout. Là, il fallait... Le plus souvent, quand je suis assis, ça ne se passe pas comme ça. Là, moi, je modère un atelier. C'est comme ça. Et pour votre gouverne, parce que demain vous allez modérer, quand vous modérez, si vous avez toute une journée, moi j'ai modéré pendant toute une journée, vous donnez la parole, je donne la parole au maximum d'individus. Je n'ai pas donné à tout le monde, ce n'est pas possible, je donne au maximum d'individus. En fonction de la qualité des interventions, vous classez aussi les individus. Ce qui fait qu'à la prochaine prise de parole, vous savez s'il faut leur donner la parole ou pas. Parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps. Non plus. Et les gens qui lèvent les doigts, tu as l'impression que nous, les modérateurs, nous sommes des faire-valoir. Et il faut leur rappeler un certain nombre de choses. Et je n'ai pas hésité à rappeler à certains individus un certain nombre de choses. On a entendu, surtout que nous autres, on a entendu des vertes et des pas mûres. Il suffit que je ne donne pas les noms, mesdames et messieurs, des personnes qui arrivaient et vomissaient pratiquement leur aigreur, crachaient leur frustration et ne manquaient pas à toute occasion de tirer à boulet rouge sur le minard, tirer à boulet rouge sur la jeune génération. On allait jusqu'à remonter les bretelles à son vis-à-vis. Bref, il fallait être là. Avant qu'on ne poursuive, vous êtes arrivé avec quelques secondes de retard. Quand les autres avaient répondu à cette question, vous répondez également à cette question-là. Moi, en tant que journaliste, pas averti, qui est venu assister à ces assises-là, j'ai eu l'impression qu'on a esquivé les questions de fond. C'est pas, peut-être parce que le modérateur voulait donner plus de parole aux gens. Le modérateur avait dit, comme vous voulez donner la parole au maximum de personnes pour recueillir les avis qui étaient derrière la raison pour laquelle on était là. Quand je parle des questions de fond, on ne s'est véritablement pas appesanti sur la notion réelle d'entreprise culturelle, d'industrie créative. J'ai cité le festival de mon ami Narcisse Wandi, qui est porté par une association. Abokingoma, association, Écran Noir, association, Fescari, association. Je vais encore citer, la plupart des festivals sont portés par des associations et ils sont butés par le fait que ce soit les entreprises de téléphonie mobile, etc., sont incapables de leur subventionner, même quand ils leur brandissent ce qu'on nous a présenté comme la loi du mécénat et la loi du parrainage. Oui, mais pardon, vous touchez là de manière fondamentale la question de fond. On a eu à en discuter, vous et moi, en coulisses, je vous expliquais un certain nombre de choses. Et l'image que je prenais, c'était celle de la FECAFOOT. La Ligue professionnelle de football n'arrive pas à décoller justement parce que les responsables des clubs n'arrivent pas à muter pour devenir des clubs professionnels, c'est-à-dire ouvrir le capital. Et les gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens, s'y investissent. Donc vous savez très bien que c'est lui qui met de l'argent, qui parle fort, comme on dit, pour caricaturer, pour prendre une image, qui parlera fort. Et l'équipe qui est l'équipe créée par votre grand-père, j'en sais pas trop rien, vous échappera, la gestion vous échappera. Et c'est pour ça que ça coince chez les footballeurs. C'est aussi simple que ça. Vous parlez d'industrie, justement, je le dis encore, vous avez touché du doigt. Et c'est l'une des raisons où, par exemple, dans mon atelier, vous avez vu, ça avait été... Ah oui, c'était trop bouillant. C'était un atelier. J'étais obligé de fuir C'était un atelier, vous n'étiez même pas là le premier jour, lui, il était là. C'était l'atelier, on parlait de la formation et des métiers. Donc vous avez tout le monde qui est, même ceux qui n'ont pas qualité, parce que la plupart n'avaient pas qualité, sinon personne. Il n'y avait pas d'entrepreneurs, il y avait des responsables associatifs. Ce qui veut dire ce que ça veut dire, parce qu'il y a une législation précise pour cela. Mais ils sont venus, avec tout le respect que j'ai pour eux, les hommes comme les femmes, discuter des questions d'hommes d'affaires, des businessmen et des businesswomen de la culture. Malheureusement. Une image simple, quand on vous dit que bon, pour constituer le capital, il faut peut-être 500 millions et tout le monde criait. Mais c'est les affaires, vous savez, la culture produit énormément d'argent. Il faut prendre ce qu'on appelle en économie le bon risque. Donc on s'y attendait un peu, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Et même les entreprises, je ne sais pas s'il y en a vraiment, je veux même pas parler d'industrie créative. L'industrie, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez, les grands mécènes, comme on dit, c'est des départements d'un certain nombre de structures qui ne sont pas constituées pour faire de la culture de manière fondamentale. Vous avez un département sponsorisé et mécénat dans des grosses boîtes dont je vais taire les noms pour des questions de publicité ici.
c'est des départements que vous avez. La structure n'est pas constituée fondamentalement. C'est très compliqué. Donc, on le savait. On savait que les gens viendront parce que les gens ont à dire. C'est pour ça qu'on laissait parler. C'est pour ça qu'on laissait des fois qu'il y ait peut-être pas des chocs frontaux. Mais on n'en était pas. Parce que les gens aussi ont besoin de parler. Maintenant, c'est à eux de faire la démarche intellectuelle de reconnaître qu'ils n'ont pas la qualité, peut-être la compétence, parce qu'ils sont sur le terrain depuis un certain nombre d'années, ils connaissent les rouages, etc. Mais la qualité, comme on dit en vrai, ce qu'il avait, il ne l'avait pas. Ok. C'est on va avancer. Merci, comment vous avez vécu cette autre, je ne vais pas appeler frustration, petit oubli de nous autres, des critiques et autres chroniqueurs artistiques qui même dans le listing des participants ne figurent pas. Je m'attendais à une communication au moins, peut-être pas de la CAMAC. On m'a dit oui, c'est association aussi. Comment vous avez vécu ça? On n'avait pas notre place là-bas ou alors c'est un choix de l'organisation? On va répondre. J'aimerais que vous répondiez en tant qu'artiste. Parce que vous étiez là-bas en tant qu'artiste. Comment vous concevez que vous vous retrouvez dans un endroit où on discute des questions d'entreprise culturelle, d'industrie créative, sans cela qui, en mettant de côté ou alors en oubliant d'intégrer les critiques d'art, les journalistes culturels, les chroniqueurs artistiques? Je ne veux pas parler en lieu et place de l'organisation, mais je pense que c'est clair que les critiques d'art constituent un maillon essentiel dans tout ce qu'on était en train de mettre en place. Mais alors, est-ce que l'organisation les a oubliés? J'ai envie de dire non. Si on a mis promoteur là-bas, je pense que la CAMAC, à la tête de la CAMAC, il y a un responsable qui, ma foi, peut être considéré comme le promoteur. Donc, même de manière, peut-être qu'on ne lui a pas donné une invitation spécifique, mais il était également interpellé par la problématique à partir du moment où il était au courant de la chose. Donc, j'ai pas envie vraiment de me risquer de répondre. Peut-être que... Il va répondre. Voilà. Vous avez reçu, je vais pas dire une douche froide, juste après votre exposé, votre communication. Mon aîné à moi, notre président, un président de la CAMAC, il vous a accueilli. La première qui dit c'est que vous, en tant que promoteur culturel, responsable d'Ateria Network, d'abord, lors des premières, de la 5e assise, vous nous avez oublié. Il n'a pas manqué de tirer le verre du nez à l'organisation de cette autre assise. Comment vous pouvez comprendre ça? Comme je l'ai dit dans le début, tout événement a certaines exigences. Comme je disais pour ces assises, les CDD a certaines exigences. Et c'est également valable pour la SEC. Nous on avait certaines exigences qui sont liées au financement. Ça veut dire qu'on aurait pu inviter tout le monde qu'on voulait inviter. Mais tout le monde avait droit à une pause café, des choses comme ça. Donc il y avait des contraintes budgétaires qui nous faisaient restreindre le nombre de participants. Comme le chercheur on a disait aussi, nous regardons à la qualité des personnes. La SEC pour nous, ce n'était pas un événement de critique ou d'autocritique. C'était une grande rencontre des professionnels, mais des membres d'une association artériale. Donc à la base, on invitait d'abord des personnes du réseau Arterial Network. Et par extension, on invitait aussi d'autres personnes qui travaillent avec le réseau ou qui peuvent favoriser le développement du réseau comme les membres du gouvernement. Honnête Chama, c'est un oubli volontaire. Là, vous répondez en tant que modérateur et étant dans la cellule, la cellule scientifique, et dans le comité scientifique de l'organisation de ces secondes assises sur les entreprises culturelles et industries créatives. Non, disons d'abord, je ne suis pas membre du comité scientifique. Il y avait un comité scientifique, mais je n'en étais pas membre. Je suis juste pas membre, mais chercheur dans la structure qui est la gérer scientifique. Ça, il faut le préciser. Non, il n'y a pas eu d'oubli. Le jeune Wanji parlait de la CAMAC, mais ce parfait Tababsi était bien invité de manière officielle, qui est le président élu de la CAMAC. Ça, c'est la première des choses. Donc, la CAMAC était représentée au plus haut niveau. Et vous semblez oublier que moi aussi je suis critique. J'y étais. J'ai plusieurs casquettes dans cette affaire. J'y étais. Il y a des responsables institutionnels, il y a des enseignants d'histoire de l'art qui étaient là. Donc il y avait des critiques d'art. La chose que je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas ça ici, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas le premier jour, c'est que les ateliers sont thématiques et ciblés.
On pourrait peut-être, parce que les critiques d'A, il y a une question de la formation qui était sous-jacente à la problématique qu'il y avait dans mon atelier, puisque c'était les métiers. Peut-être que on aurait peut-être dû mettre le point. Et c'est là où je reviens sur le fait sur la qualité de l'intervenant. C'est aux intervenants de faire ce genre de relance. Moi, par moment, j'avais bien envie d'être de l'autre côté. Je l'ai dit à quelqu'un, mais ce n'était pas mon rôle. C'était pas mon rôle. Dans mon atelier, tout au moins le premier, on parle des questions de formation, puisque maintenant, l'art devient bien économique. On voudrait que ce soit ainsi. Il faudra le rendre compétitif. Et pour le rendre compétitif, il faut être outillé. Et ces outils sont pluriels, en fait. Et on voudrait qu'on commence à enseigner tout ça, les métiers de l'art maintenant avec S, depuis l'école, la première, etc., etc. Peut-être donc que dans ces cursus-là, mon ami et collègue Saloundou du Sénégal que vous avez vu, il y a un master sur ce genre de choses à l'Université Gaston Berger au Sénégal. Peut-être qu'en copiant ce qui se fait déjà là-bas, on devrait introduire un segment bien muté de valeur qui va dans ce sens-là. Et je vous fais observer que l'ESTIC a sorti une promotion de journalistes critiques spécialisés. Malheureusement, une seule. Une seule. Et apparemment, un seul rescapé qui est là. Et ils sont sortis de l'école. Chacun a pris sa route, en fait. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi est-ce que ils ne sont pas très actifs, ils ne sont pas très visibles. Ça, c'est un autre débat. Mais pour revenir à votre question, les critiques, la critique était représentée. Monsieur Tababsi a pris la parole pour faire une remarque que moi j'ai trouvé très timide, en fait. Il aurait dû être un peu plus agressif, mais bon, c'est peut-être une question de tempérament. C'est entendu. Pendant toutes ces assises-là, du premier jour jusqu'au dernier, en fait, j'ai assisté aux deux derniers jours, il était question de formation. Nassis Wandich, là où ça cloche, et pendant Ronan Tchama est beaucoup plus il a eu du grand amour dans son atelier. Là où ça cloche, c'est de savoir qui doit dispenser la formation, où doit-on la dispenser. Vous pensez pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Vous pensez que ça doit être ça doit se passer comment? Là, je voudrais que vous répondiez à double titre. Premièrement, en tant que cinéaste et artiste qui a participé aux assises. Secondo, comme doctorant à l'université de Yaoundé 1, à la faculté des arts et la faculté des arts et lettres, pavillon d'art. Bon, déjà, je serais très mal placé de dire qu'il faut que ça se passe en tel nombre de temps. Parce que je pense qu'il y a des experts qui sont là pour faire ce type de travail. Bon, maintenant, qui va enseigner? Je vais partir de l'expérience que moi je vis à l'université. Alors, quand vous entrez à l'université, je veux dire dans le département des arts et archéologie, section de art du spectacle et cinématographie dans la mienne, vous avez deux spécialisations. Vous avez soit vous êtes critique théâtrale et cinématographique, soit vous êtes producteur, et voilà. Mais seulement, quand on dit producteur en ce qui concerne le cinéma, par exemple, c'est plusieurs choses. Nous, à l'université, on fait comprendre à l'étudiant le cinéma en une seule entité qui est la production, donc la fabrication du film. On pense, mais à la fin, on dit qu'il est producteur. Il a une spécialisation qui est production. Alors, est-ce que ces productions, en qualité de producteur, donc celui-là qui peut facilement expertiser un projet, rechercher les financements, etc., et mettre le projet à jour, ou ces productions, fabrication du film. Donc, il y a tout ce cafouillage-là où l'étudiant qui entre en première année, à la fin, même s'il avait choisi d'être réalisateur ou producteur, il ne sera jamais un très bon producteur. D'abord parce que le contenu même du cours ne lui permet pas d'atteindre cet objectif-là. Et ensuite, la personne qui lui donne cet enseignement-là est aussi un réel problème. Restons au niveau de la personne. Chembi, vous semblez avoir une formation qui a sensiblement allié les deux. Vous avez eu la formation formelle, vous avez eu la formation informelle auprès de votre oncle. Vous, quelle est la réponse que vous donnez à cette problématique qui a animé les débats pendant tous les 3 jours, qui a suscité des passions, généré beaucoup d'émotions de la part de certains participants, fait très zélé. Je vais à tout moment rester dans ma casquette de promoteur culturel et parler de la structure de la fondation Mouna. Il n'y a pas de souci. Voilà. Nous, on n'a pas une mission de formation. Donc, je ne vais pas beaucoup parler de formation. Je me dis que il revient à l'État de mettre une véritable politique culturelle dans laquelle il y aura un volet formation, où il revient aux chercheurs, aux académiciens. Mais nous, on était beaucoup plus dans
le volet encadrement. On est un mécène. La Fondation Mouna intervient comme un mécène. Donc on se focalise beaucoup plus sur l'encadrement. Et c'est cet encadrement dans lequel vous êtes. Vous préférez que l'encadrement se fasse avec comme enseignants les universitaires ou alors les praticiens de l'art qui forcément n'ont pas un lien avec l'université? Je crois que pour pouvoir enseigner, il faut avoir appris. Donc, il faut être qualifié. Donc, je vais préférer que c'est les universitaires qui sont ceux-là qui font, mais que le curriculum qu'ils mettent sur pied soit mis en considérant aussi les expertises qui existent sur les différents l'environnement, quoi. J'aimerais préciser quelque chose. Il faut retenir aussi que l'université, c'est quand même un cadre de réflexion. Donc, si on parle de l'enseignement de l'art et qu'on décide que l'enfant va devenir sculpteur ou l'enfant va devenir musicien, il doit pouvoir jouer un instrument, il faut des écoles où les personnes qui vont enseigner là-bas doivent connaître ce que c'est que cet instrument-là, doivent pouvoir être capables également de la jouer et de dire à l'étudiant, cette note-là que tu es en train de jouer, c'est une fausse note. Il ne suffit pas simplement donc il faut peut-être qu'on fasse cette différence-là. Pour l'université, moi je parle de l'université simplement parce qu'on a dit LMD. Et il m'a semblé comprendre également que le LMD visait à rendre professionnalisante l'enseignement. À partir de ce moment-là, il faudrait que l'université s'appuie sur des praticiens. Si on voudrait que l'étudiant, à la fin, puisse être capable de faire également ce pourquoi il a bûché toute la théorie qu'on lui a donnée. Il faut se faire accompagner par des praticiens. Ça, c'est mon point de vue. Ronan Chama, oui. Vous avez eu la lourde responsabilité, je pèse mes mots quand je dis lourde, de modérer l'atelier métier, formation et professionnalisation. Je veux que vous répondiez à double titre. Comme modérateur, ayant recueilli les avis, parfois même les plus rigides, et aussi en tant que chercheur à la Fondation Paul Angoïla. Vous posez là une question, enfin, vous avez vu les réponses assez embarrassées de mes deux prédécesseurs, parce que cette question renvoie de manière fondamentale au procès de l'université. C'est pour ça que c'était une question extrêmement délicate. Extrêmement délicate parce qu'elle met l'université en procès. C'est-à-dire que si vous aviez suivi M. Wanji, il était là, il y a des gens qui n'hésitaient pas à dire tout et n'importe quoi concernant l'université. Or, vous avez suivi, la Fondation Moon a dit que c'est nécessaire que ce soit, il a dit académicien, le mot est peut-être fort, mais ça montre combien de fois c'est complexe. Il faut ceux qui pensent, qui réfléchissent et ceux qui ont la connaissance théorique d'un certain nombre de choses. Même pas théorique, la connaissance pratique, très exactement. Mais avant de dire tout ça, il faut lever une espèce d'équivoque. Et ça, c'était assez prégnant dans le propos de Narcisse. Peut-être parce qu'il fait une thèse, il prépare une thèse dessus. Il y a une nuance. L'art ne s'enseigne pas. C'est les métiers de l'art qu'on voudra enseigner. Il faut faire très attention. L'art, c'est quoi? Ce n'est que la manifestation du génie humain qu'on a chacun entre nous. On n'enseigne pas ça. Il y a cette confusion dans le langage chez nous. Là, on n'enseigne pas. C'est les métiers de l'art. Maintenant, c'est-à-dire les techniques pour faire un beau tableau, pour faire une belle toile, une belle peinture, une sculpture, il y a le pinceau, il y a le etc., le genre de coup etc. C'est tout ça qu'on enseigne. Il y a donc des spécialistes pour ça. Pour revenir fondamentalement à votre question, je réponds d'abord comme modérateur parce que vous m'avez interpellé à deux titres. Pour le modérateur que je suis, j'avoue que je suis parti de là étant assez confus sur la qualité de la réponse qui venait des différents intervenants qui ont passé davantage de temps à se taper dessus. Vous savez, l'université et les universitaires, qui défendaient la casquette. On ne les aime pas beaucoup pour des raisons multiples. Moi, je défends personne et je trouve que ça a été du temps perdu. Maintenant, les universitaires aussi ne font pas beaucoup d'efforts pour comprendre que quand on connaît, en fait, on partage. C'est un gros problème chez nous. Quand on connaît, on dispense, on dispatche, comme on dit en anglais. On doit. Et ça, c'est un gros problème parce que pour les métiers de l'art, pour revenir dans les métiers de l'art, maintenant, c'est le chercheur qui réagit. Il est impossible qu'on évacue l'expérience, l'expertise pratique d'un certain nombre d'hommes de culture qu'on a chez nous. Je suis heureux que Jean-Pierre Bocol, il n'y a pas longtemps, c'est parce qu'il le fait encore à dispenser quelques cours à l'université, l'amener des étudiants sur le terrain. Je l'ai lu quelque part. C'est justement ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait à la théorie qu'on a dit la pratique. Et peut-être davantage, beaucoup plus de pratique
que de théorie. Ok, peut-être. On va évoluer parce qu'il nous reste exactement 7 minutes pour clore cet échange. Il y a une autre question qui a presque retenu aussi en haleine, en fait, qui a tenu en haleine les uns et les autres, le statut de l'artiste. Beaucoup ont regretté pourquoi ils n'ont pas assisté à cet atelier-là, d'autres sont allés prendre même les communications. L'artiste Wandji, vous avez dit que vous n'avez pas fêté hier parce que le statut il n'existe pas. Mais qu'est-ce que vous dites de ce que l'UNESCO a... du document que l'UNESCO a sorti, où il reconnaît le métier, si vous voulez, le métier d'artiste avec des différentes variantes, etc. Non, quand je parlais de statut, je crois que peut-être qu'il faut qu'on essaie un peu de se comprendre. L'UNESCO, c'est vrai, le Cameroun a signé la convention de l'UNESCO et la convention de 2005. Voilà, évidemment, il y a un certain nombre de choses que l'UNESCO met en place, que nous, artistes, on peut utiliser comme moyen de pression pour pouvoir avoir un certain nombre de revendications. Mais pour ce qui est de travailleurs, vous êtes par exemple ici à Ariane TV, j'imagine que vous avez une sécurité sociale, votre patron, etc., essaie de pallier à ça, vous faites des cotisations, etc. Mais l'artiste, par exemple, où est-ce qu'il fait ses cotisations? C'est vrai que la CNPS aujourd'hui peut-être a mis sur pied un système qui voudrait que même seul tu peux venir et puis tu fais tes cotisations. Volonté. Oui, ça c'est déjà un pas. Mais l'artiste camerounais n'a pas un statut qui lui est propre, je vais dire le statut de l'artiste. Vous savez, quand on parle par exemple des droits des femmes, il y a des droits spécifiques aux femmes. Mais est-ce qu'il y a des droits spécifiques à l'artiste? Ça, ce sont tous les débats. Donc, par rapport à la loi du travail, l'artiste est soumis à je dis n'importe quoi, peut-être que je peux me tromper, mais l'artiste camerounais, à mon avis, est soumis à la loi du travail camerounais. C'est entendu. C'est entendu. Chembi, peut-être la même question autrement, avec le regard du promoteur culturel que vous êtes et de la société civile que vous représentez, que vous avez représenté pendant ces assises-là. Le statut de l'artiste, c'est une nécessité ou alors on devrait continuer à avancer tel qu'on est là? Évidemment, c'est une nécessité. Mais comme je le disais, je ne veux pas faire de poser l'intention. Je crois que ces assises avaient un contexte et des buts. Donc ce n'était pas le cadre idéal pour parler de ça. Mais je crois qu'on l'a évoqué dans l'atelier cadre juridique. Donc c'est très important. Mais je crois qu'on n'avait pas le temps matériel. Les organisateurs n'avaient pas le temps matériel pour discuter de ce problème. Il n'y a pas eu d'unanimité au Wananchama, parce que moi, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'assister, de participer à cet atelier-là, mais j'ai eu quand même des retours de mon amie Monique Ankodo, qui d'ailleurs était rapporteuse là-bas. C'était difficile, très très difficile de réussir à s'accorder sur le contenu qu'on met dans le contenant statut d'artiste. Le chercheur, qu'est-ce qu'il dit? Non, on va faire très simple. Vous avez vu dans l'explication que donne le jeune Wandji, encore une fois, combien de fois il a embarrassé. Chembi, c'est pas très différent. Observez très bien, ça montre la complexité de la question. Moi, je veux faire simple. Vous, les artistes, vous aurez le statut que vous aurez voulu avoir. C'est aussi simple que ça. Première chose. La deuxième chose... Pour terminer? Pour terminer, bon, si vous voulez. La deuxième chose, c'est que la considération pour laquelle vous devez travailler, qu'on devrait avoir pour vous, va conforter votre statut. Regardez comment les assises se sont terminées. Vous avez vu? C'est-à-dire, en dehors de ça, c'est-à-dire que si on a de la considération pour l'artiste, il y a un minimum, c'est-à-dire on revient clore ce qu'on a déclaré ouvert. C'est ce que je veux dire en fait. Non, c'est comprend. C'est ce que je veux dire en fait. C'est pour ça que j'ai attiré votre attention sur leur embarras, c'est-à-dire que, est-ce que maintenant l'artiste, si on ne prend que cette image, vous allez croire qu'on accorde quelle considération à l'artiste? Et par conséquent, quel statut va-t-on lui attribuer? La question est extrêmement complexe et puis elle est très très sensible. Si les artistes eux-mêmes ne bousculent pas, ne font pas assez du lobbying, ils parlaient du droit des femmes, ça s'est arraché dans la rue. La question du 8 mars est
extrêmement historique, extrêmement fort. Beaucoup de courage d'ailleurs au grand frère Stéphane Akwa. Il s'est battu parce que c'était pas évident. À la conclusion là, essayer de faire les résumés alors que les yeux des uns des autres s'écarquillaient davantage. On voyait les cas du ministère arriver. On espérait que la haute autorité arrive, mais le pauvre, il a pu gérer comme il pouvait. Le pire est passé. La dernière question à laquelle je vais vous demander de répondre, Onan Chama, oui. La suite c'est quoi? Ça commence à devenir des répétitions. En 2008, on a tenu essentiellement les mêmes assises, j'imagine avec les mêmes résolutions. En 2009, le CEDOTOLA a organisé un séminaire de politique culturelle et de développement et d'industrie créative. En 2015, ils sont revenus pour voir où en sont les travaux. ASEC a tenu également l'année dernière en octobre 2015, voilà, la 5e conférence des industries créatives. Ça fait quand même beaucoup de... Je complète, avant de répondre, je complète ce que vous dites en disant qu'en 2004, moi-même, j'ai co-dirigé le programme de soutien aux initiatives culturelles qui était un programme de l'Union européenne sur lequel on a eu à plancher sur les mêmes questions, en fait. La suite, c'est quoi? On appelait le psy. C'est encore qu'on va se retrouver dans le la suite, et déjà, lors des premières assises, j'étais déjà comme modérateur. Donc, ça date. Voilà. Maintenant, répondez. En fait, la suite, de manière concrète et directe, la première des choses à faire, ce sera de faire un rapport officiel qu'on va soumettre à la tutelle, avec qui va brasser toute la réflexion qui a été développée pendant 3 jours et développée d'un certain nombre d'axes. Ça, c'est en tant que membre de la structure qui s'occupe de ça, c'est ce que je peux vous dire dessus. Mais très personnellement, pour la petite histoire justement, je sors d'une interview où on m'a proposé les mêmes questions en fait. Donc, encore une fois dans mon atelier, c'est revenu de manière récurrente. Et il y a des gens qui, assez avertis, qui ont attiré l'attention du public là-dessus en disant attention. En 2008, quand nous étions à l'ERIC, c'était déjà sensiblement le même type de sans remonter aussi loin que vous. Très honnêtement, je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. Je souhaite seulement que, puisqu'on voudrait rendre les métiers de l'art professionnels, on voudrait créer des entreprises et des industries, et je pèse bien mon mot, qu'on y mette tout ce qu'il faut comme argent, comme moyen intellectuel, pour que l'artiste au moins commence à, effectivement, à vivre de son art. Narcisse Wandji, la suite des deuxièmes assises des industries, en fait des entreprises culturelles et industries créatives, pour vous, artistes, si vous voulez, promoteurs de Miss Nubinga, c'est quoi? Je ne sais pas si je vais dire autre chose que c'est que... Bon, lui, il a parlé en tant que qui organise. Oui, en tant qu'artiste, vous avez participé à 3 jours de... Ah, mais très exactement, je parlais même pour moi. Je ne suis pas mandaté pour venir. Il a parlé en tant que chercheur. Je veux dire que vous-même, vous avez répertorié un certain nombre d'initiatives qui sont allées dans le même sens et qu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été concrètement fait. Donc, moi, dans ma posture, je ne peux que souhaiter qu'effectivement, toutes les parties prenantes dans ce processus-là puissent intégrer ça. Donc, et ça revient à ce que nous avons dit à ASEC en octobre 2015, que les choses doivent marcher si et seulement si la culture est prise en compte dans les politiques publiques de développement au Cameroun. Donc tout ce que nous avons fait, même ces secondes assises ici, si fondamentalement la culture ne fait pas partie des priorités de l'État du Cameroun, ceci n'aura pas un véritable impact. Nous l'avons vu dans le DCS, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la place qu'occupe la culture là-dedans. C'est vraiment logé un paragraphe dans la rubrique loisirs. Cette perception-là qu'on a de la chose culturelle dans notre pays, si elle ne change pas, évidemment on aura passé 3 jours au Mont Fébé à réfléchir, à consommer le CD de culture. Moi j'aime être pratique. Donc vraiment j'exhorte, moi mon souhait c'est qu'effectivement que le travail qu'on a fait pendant 3 jours ait un écho favorable et que le ministre des Arts et de la Culture puisse acheminer et se mouiller le maillot pour que vraiment tout ce qu'on a pris comme résolution puisse être... Chambimouna, est-ce qu'on peut envisager une suite qui peut se résumer à une véritable synergie entre les différents ministères qui sont impliqués dans la culture? Parce que c'est également les choses qui sont ressorties là, ministère du commerce, ministère du tourisme, ministère des relations extérieures, ministère de l'éducation. Quand je parle d'éducation, c'est les 3 entités réunies, ministère des petites et moyennes entreprises. Je peux vraiment pas juger, mais j'ai devant moi le document des premières assises, assises. Avec beaucoup de résolutions à l'intérieur. Comparé aux deuxièmes assises, je crois que cette fois il y avait beaucoup plus de partenaires de différents ministères. Donc je me dis, ça va pas disparaître comme les premières assises. Je crois que cette fois,
le secrétaire général qui a clôturé a pris note. Mon souhait, parce que je ne vais pas jouer au prophète, mon souhait, c'est que véritablement que ces actes soient transmis sur le législateur. Parce que je crois, de mon expérience d'anglophone, ce qui se passe au Cameroun, c'est que il n'y a pas une loi forte, il n'y a pas une loi ou une politique culturelle forte. Donc j'aimerais que les actes de ces assises soient transférés au législateur pour qu'en fait, ils puissent quand même avoir une suite. Merci, Voilà, merci à tous les trois d'être venus échanger avec nous sur tous les travaux qui vous ont mobilisés pendant 3 jours, de mercredi à vendredi, dans les hauteurs sur les hauteurs du Mont Fébé. Très bonne semaine à vous et par anticipation, bonne fête de l'unité nationale. C'est dans 18 jours. Dans 18 jours. On prend Patient Dabani qui chante OBC. On vous connaît, État du Cameroun, vous organisez les assises en 2008, vous revenez avec les mêmes en 2016, peut-être parce qu'il y avait l'agent des Blancs, il n'y a pas de souci. On vous connaît aussi quand vous voulez bien faire les choses, c'est-à-dire transmettre le rapport acquis de droit. On vous connaît parce que vous savez également qu'au niveau des 2 chambres, le Parlement et le Sénat, les choses pouvaient bouger. Dieu merci, j'ai assisté à un atelier où il y avait un responsable du Parlement qui nous a dit qu'ils envisageaient avant le remaniement ministériel déjà de remonter le budget du ministère des Arts et de la Culture. Il nous a fait la promesse qu'en 2017, ce sera le cas. OBC de Patient Dabani, juste après, on va également parler des gens qu'on connaît. Des journalistes qui demain se donnent rendez-vous à 9h à la maison de communication. J'espère qu'ils ont quand même le papier qui leur demande de partir là. Yannick Ebo se viendra parler de ça. Mama lobile miyae, mama yosu bagiyange. Bourata weleve, ne le rends pas par le mal. Odimo bicho kali, les jaloux écoutez. Ambouma bari, adourendi, les îles miyame, on vous connaît. Avec leur bouche, ils veulent tout gâter. Oh, vous connaissez, notre réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? L'aîné avant la honte. Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Il y a Pascaline, la sœur de l'autre. David et la Missa, écoute-moi ça. Votre travail, on a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. Dans les belles c'est mauvais. Bele bonamour gabuma, amana bele yeni kalila. Il est pidjama bourou furu, bele kiringa kali. On vous connaît. Nyae, 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 gouye. Aussi mon bitou kali de youré. Avec leur sasa wasa, ils veulent tout gâter. Non, 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 on vous connaît. Otunga Mathias, Mayualo. L'autre a réussi sa vie. Pourquoi tu
d'aller collimer. Le gala est pour des sabots. Pourquoi veux-tu venir composer? Tout le monde veut avancer. Pourquoi voulez-vous nous retarder? La sœur là aimait son frère. Vous voulez quand même les séparer. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Les menteurs, les bongosseurs, les voleurs. À nous les bandits, les assassins, les menteurs, les sorciers, les escrocs, les voleurs. On vous connaît. Ah oui, on vous connaît. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au Cameroun, le ministère des Arts et de la Culture et tous les autres ministères associés aux questions culturelles, ils sont connus. La bonne nouvelle également, c'est que les entrepreneurs culturels, les représentants des organismes professionnels, les organismes de gestion collective du droit d'auteur, du droit voisin, et ceux des représentants des partenaires, tout ce beau monde-là, on les connaît et ils savent tous ce qu'il faut faire pour que la culture soit un véritable vivier économique au Cameroun. Ils savent ce qu'il faut faire, ils savent également ce qu'il ne faut pas faire. Et on espère que ces assises qui ont regroupé pendant 3 jours tout ce gratin culturo-économique du côté du Mont Fébé ces assises n'accoucheront pas d'une souris comme les précédentes. Maintenant, on parle de la journée internationale de la liberté de la presse qui se célèbre demain sur l'étendue du territoire. Le Cameroun est également impliqué. Bonsoir Yannick Ebossé. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous les téléspectateurs. Peut-être il faudrait que je dise Monsieur le Président. On ignore très souvent que vous êtes président. Bon, au Cameroun, les gens tiennent leur titre. Hein. Je suis un petit président. Moi je ne fais pas une fixation. Vous êtes le président du syndicat national des jeunes du Cameroun, l'antenne du centre. Oui, président de la section syndicale du centre. Syndicat national des jeunes du Cameroun. Ça se passe bien au sein du SNGC? Oui, le SNGC c'est évolué, même comme il y a des pots de bananes. Vous voyez par exemple une association dont je vais taire le nom qui avait annoncé ses activités pour samedi, qui aux dernières nouvelles annonce ses activités pour le 3 mai, à la même heure que notre manifestation du 3 mai à la Maison de la Communication. Vous comprenez que on fait tout pour essayer de discréditer ou d'essayer d'embrouiller les journalistes et le syndicat national du Cameroun par rapport à leurs objectifs qui sont fixés, et qui sont de protéger, de défendre les intérêts des journalistes qui existent au Cameroun. Alors comment vous vous sentez? On est à 24 heures d'une fête qui, en principe, nous est réservée. Oh, je me sens en forme. Je vais peut-être emboîter le pas en rassurant ceux qui viendront à la visite. On va y arriver, on parlera de la visite tout à l'heure. Le bureau régional qui a eu mandat du bureau exécutif national de pouvoir demander une autorisation l'a fait au niveau de la sous-préfecture de Yaoundé 3e, qui est la sous-préfecture de compétence du lieu de la visite. Donc on l'a fait. Je peux donner comme ça l'information. Arrivé à la sous-préfecture Yaoundé 3, on a déposé notre document, on a donné un accusé de réception. Alors, on nous a bien expliqué dans cette sous-préfecture qu'il aurait fallu qu'on vienne mardi pour demander l'autorisation. Mais mardi, qui est le jour de la célébration, on n'aurait pas pu venir demander une autorisation mardi. Donc, on a déposé avant, mais je veux tenir à informer ici que la sous-préfecture Yaoundé 3e n'a pas de sous-préfet. Ils n'ont pas de sous-préfet jusqu'ici, parce que le nouveau qu'on a affecté dans cette sous-préfecture n'a pas encore pris fonction. Donc, comme il n'a pas pris fonction, il est presque difficile, lorsque je m'y suis rendu, d'avoir un document qui risquerait
un document qui permet de se rassurer que le quitus a été donné. Dans tous les cas, on va suivre... On a un accusé de réception et le directeur des affaires générales a refusé carrément en expliquant qu'il n'est pas sous-préfet, donc il ne peut pas donner... Il n'a pas qualité de signe. Donc il n'y a pas de sous-préfet. Il n'y a pas de souci. Revenons un peu sur la thématique de cette édition 2016, la journée internationale de la liberté de la presse, qui est axée autour des sources d'information. Au Cameroun, c'est facile d'avoir... Ou bien, je me trompe déjà sur la thématique Non, vous ne vous trompez pas. La thématique de la liberté de la presse, je vais chercher dans mes... en rappelant que c'est demain. Je vais me rappeler de ça, mais c'est accès à l'information, c'est votre droit, je crois bien. Accès à l'information, c'est votre droit. Accès à l'information, c'est votre droit. C'est ça la thématique de cette journée-ci, parce qu'on s'est rendu compte que dans le monde entier, dans plusieurs pays, il y a des violations énormes de l'accès à l'information qui sont perpétrées sur les journalistes. Je vous prends un seul exemple. Il y a quelques heures en Égypte, où 2 journalistes ont été interpellés parce qu'ils ont diffusé des informations qui étaient assez compromettantes pour le système qui est en place de ce côté. Donc c'est un peu pour cela que cette thématique a été proposée par les Nations Unies. Je veux aussi entrer par là pour expliquer qu'aujourd'hui il y a une démarche générale et généraliste, si elle peut me répéter, les Nations Unies pour pouvoir permettre à ce que les journalistes soient des personnes importantes dans les développements de chaque pays, parce qu'aujourd'hui on se prépare à à intégrer dans le système des Nations Unies un secrétaire permanent qui est uniquement là pour les questions de jeunesse dans le monde entier. Je crois que c'est une très grande avancée. Je veux savoir, l'état des lieux de l'accès aux sources d'information au Cameroun, c'est lequel, vous qui êtes syndicaliste et journaliste, je l'ai peut-être omis de le dire quand vous êtes arrivé, vous exercez, vous êtes employé par le Tri-hebdomadaire le soir. Oui, je suis employé par le Tri-hebdomadaire le soir. Je travaille également pour d'autres journaux que je ne vais pas citer ici parce que pour éviter, puisque dans ces journaux je signe pas des pseudonymes, mais les journaux dans lesquels je signe officiellement avec mon nom, c'est Camer.be et le Tri-hebdomadaire le soir. Donc, les autres, ce sont des travaux à temps partiel et des travaux sporadiques, si on peut le dire comme ça. Alors la question était de savoir, en tant que journaliste, en tant que président de la branche syndicale du centre, quel est l'état de lieu que vous faites de l'accès de nous autres aux sources d'information? Je crois que parlant d'accès aux sources d'information, on interroge d'abord le métier de journaliste. Vous savez que les sources d'information sont diverses et diversifiées. Pour avoir une information spécifique, je vous prends le cas du Cameroun, sur un ministère quelconque, vous n'êtes pas obligé d'aller toquer dans une cellule de communication. Je suis désolé. Pour avoir une information sur une personnalité ou un détournement des deniers publics ou je sais pas trop quoi, vous n'êtes pas obligé d'aller demander cette information aux concernés. Vous mettez en œuvre vos méthodes de journaliste, d'investigation journalistique pour pouvoir mettre la main sur un certain nombre de documents. Maintenant, lorsque vous avez les documents y afférents, la démarche déontologie voudrait que vous puissiez critiquer la source. La critique de source, c'est quoi? C'est que on vient vous donner un document quelconque qui stipule que telle chose s'est passée ainsi. C'est à vous de vérifier si le document et les informations qui sont à l'intérieur sont crédibles ou pas. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. J'ai peut-être omis de le dire ici, je suis également vice-président du collectif des journalistes d'investigation du Cameroun, donc je connais un peu de quoi il est question. Vous critiquez le document que vous avez, parce qu'il y a beaucoup de faux documents qui circulent. Le document que vous avez, vous devez d'abord vous interroger si ça vient d'une source crédible, si ça vient du lieu qui est indiqué sur les documents. C'est la première des choses, mais on ne peut pas dire que tout le monde le fait. Vous allez remarquer que
beaucoup de journaux, lorsqu'ils ont accès à un document quelconque, ils se mettent directement à le publier en mettant ce qu'on appelle les facsimilés. Bon, c'est une méthode qui a été longuement répandue au Cameroun. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui sont confrontées au Conseil national de la communication n'arrivent pas à s'en sortir. C'est aussi ça le travail d'éducation, le travail de formation que le gouvernement doit faire, mais ils ne le font pas, mais ils se recroquevillent sur le fait que toute la presse est pourrie et qu'il n'y a que le média d'État qui est crédible. Je crois que c'est faux, c'est totalement faux. Il faudrait qu'on se remette en cause et qu'on essaye de revoir comment faire pour arranger vous, en tant que responsable syndical, qu'est-ce que vous faites pour assainir ce métier qu'on présente à la fois comme le 4e pouvoir, comme le plus beau métier du monde? Quand je parle d'assainissement, je parle de ces journalistes francs-tireurs qui prennent des antennes comme à ATV Soir. Comme j'ai 90 minutes, je choisis de lyncher peut-être le ministre de la Communication. C'est un exemple que j'ai pris. Et grâce aux sources non critiquables que j'ai peut-être pu contacter, je me mets à tirer à boulet rouge sur lui, et quand j'arrive et qu'il me donne, je sais pas ce qu'il me fait, 5 francs, je me retourne contre Chimevuna, bien contre. Qu'est-ce que vous faites à la fois pour assainir le milieu, pour que l'ivraie s'éloigne de la bonne graine? Et deuxième volet de la question, à quel niveau se trouve finalement cette convention collective qu'on a fait signer au patron de presse? Quand je parle du niveau, c'est au niveau du respect et de l'applicabilité dans les, en guillemets, entreprises de presse. Je crois que pour la première question, il faudrait qu'on soit clair dessus. Le gouvernement du Cameroun n'a jamais voulu que le syndicat national du Cameroun s'investisse pour cet assainissement qui est prôné par eux-mêmes, parce que ils sont les premiers acteurs de ces journalistes francs-tireurs qui donnent de l'argent à des journalistes pour venir dénigrer une telle autre personnalité sur les antennes. C'est eux-mêmes, ces pontes du régime, qui donnent de l'argent, des informations. Alors maintenant, la proposition qu'on fait depuis que le nouveau bureau exécutif national est sur pied, c'est que le Cameroun puisse appliquer les conventions ratifiées par l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire comme la ratification de la convention 145 ou 144, qui met en exergue la mise sur pied d'une tripartite pour créer des structures censées aider les gouvernements à réguler ou bien à arranger certains secteurs. Le secteur de la presse dans le monde entier est un secteur libéral et est régulé uniquement par les pairs ou par les tripartites. En France, par exemple, lorsqu'on parle du Conseil national de l'audiovisuel, à l'intérieur vous avez plein de journalistes qui font dans la presse privée et ceux qui font dans la presse publique qui sont membres. Alors, ceux qui représentent les employés et le gouvernement sont officiellement délégués. Ceux qui représentent les employés sont élus et ils ont le mandat d'aller dans cette commission pour pouvoir parler des droits de ceux qu'ils représentent là-bas. Au Cameroun, vous pouvez me dire, le Conseil national de la communication, tous les membres qui sont à l'intérieur sont nommés par décret. Personne dans ce Conseil national de la communication n'a un mandat électif. Ça sous-entend que pour la régulation, il y aura toujours des réticences des pairs pour pouvoir se plier à ces décisions. Alors, l'application jusqu'à présent est un préalable pour qu'on puisse comprendre que l'assainissement est en marche. Tant qu'on veut nous imposer des choses qui ne se passent pas ailleurs, tant qu'on veut nous imposer des choses qui ne se passent qu'au Cameroun, ça ne marchera jamais. Entendu. Maintenant, le deuxième volet de la question, qu'est-ce que vous faites pour que nos patrons puissent nous payer? Le minimum, c'était combien dans cette convention? C'est 250 000? C'était 250 000 le minimum dans cette convention. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je connais des gars qui cumulent pas 3 mois, mais je parle bien de 3 ans d'arriérés de salaire. Je connais des journaux sérieux, je ne donne pas les noms ici. Le journal paraît tous les jours, il est en kiosque avec des publicités à l'intérieur, mais les gars sont à 1 an et demi d'arriérés de salaire. Nous avons pour le bureau régional dont je suis le président, je vais d'abord vous rappeler que nous avons commencé par demander, avec l'aide du ministère du Travail, aux entreprises de presse de s'arrimer à la réglementation, à savoir de procéder aux élections sociales dans leurs entreprises. Les élections des délégués? Les délégués du personnel. Parce que c'est par là où on commence. À l'intérieur de l'entreprise, le dialogue doit se mettre en place. Les délégués doivent faire comprendre aux patrons que
il est de bon ton de donner de bons salaires pour qu'il y ait un bon rendement. En l'état, à l'heure où je parle, et sous le contrôle du délégué régional du centre, de la communication du centre, qui a fait un recensement de près de 30 entreprises de presse qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire avec bureau, avec personnel répertorié et présenté lors de ces visites. Nous sommes à 4 entreprises Vous avez dans lesquelles on a réussi à faire des actions sociales, dans lesquelles on a réussi à avoir des délégués du personnel. Et dans ces 4 entreprises, aujourd'hui, il y en a une, je ne vais pas citer, bien entendu, il y en a une qui a intégré le délégué du personnel, les 2 délégués du personnel de son entreprise au sein du bureau directeur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a réunion du directoire, des dirigeants de l'entreprise, les deux délégués du personnel ont droit de citer. Ils sont et leur parole est prise en compte. Avant qu'on ne pense ce qui va se passer, très important, c'est une avancée importante. Avant qu'on ne pense ce qui va se passer demain, jusqu'à présent, on est toujours ambigu. Ou alors vous, au syndicat national des journalistes du Cameroun, votre position n'est pas très claire sur la carte des presses. Notre position est très claire. C'est laquelle? Puisqu'on demande aux autres les diplômes, on leur demande le contrat de travail, on leur demande l'affiliation à la CNPS, au-delà de tout ce que M. Tchunke et la commission qui préside demandent. Donnez-nous clairement la position qui est là. Enfin, pas la vôtre en tant qu'individu, mais du syndicat que vous représentez. Bien sûr, la position est claire puisqu'il y a eu il y a eu un communiqué, si vous voulez, une déclaration claire du syndicat national du Cameroun dessus. On a dit que nous sommes d'accord avec l'assainissement dans le milieu de la presse au Cameroun. Nous sommes d'accord avec l'assainissement. Nous sommes même encore plus loin, d'accord avec certaines conditionnalités pour l'obtention de cette carte de presse. Mais nous ne sommes pas d'accord parce qu'on n'a pas associé tout le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, l'obtention de la carte de presse est assujettie à une autorisation ou bien à une démarche du patronat, uniquement du patronat. C'est-à-dire que dans un organe, dans une société de presse, c'est le patron qui permettra à son journaliste d'avoir la carte de presse. Dans le cas où vous avez un employé qui est entre guillemets un peu rebelle, le patron ne vous signera jamais un contrat, il ne vous affiliera jamais à la CNPS, il ne vous donnera pas un salaire décent, il ne vous donnera rien qui va vous permettre d'avoir une carte de presse. Alors dans ce cas, nous sommes contre cette carte de presse. Parce que ça n'a pas pris en compte toutes les conditionnalités nécessaires pour protéger d'abord le journaliste qui est la principale cible pour l'obtention de cette carte de presse. Alors pour cela, on dit et on redit dans cette déclaration que nous boycottons cette carte de presse. C'est entendu, monsieur le président de la section syndicale SNJC du centre. Maintenant, demain c'est le 3 mai 2016. Qu'est-ce qui va se passer dans votre circonscription? C'est comme ça que ça s'est dit? Dans votre section syndicale, où vous êtes quand même président. Et vous avez été élu, j'ai appris par acclamation quand même. Acclamation. Je peux préciser pourquoi c'est pas acclamation. Parce que le premier système électoral, le plus fiable et le plus important en Afrique, est le système électoral élaboré au Ghana. Au Ghana, il y a une seule commission électorale mise sur pied par l'État du Ghana qui fait toutes les élections nationales. Même les élections de délégués du personnel, c'est ce conseil électoral qui publie les résultats. Dans ce conseil électoral, vous pouvez vous renseigner. La première chose, la priorité en termes d'élection, c'est ce qu'on appelle le consensus. Au Ghana, c'est comme ça. Alors, lorsque vous réussissez à avoir un consensus, lorsque vous êtes dans une organisation, c'est ce qu'on prend comme priorité. C'est ce qu'on prend comme prérequis avant de regarder le reste. Alors lorsqu'il y a eu consensus, lorsqu'il y a eu élection du bureau régional et qu'il y a eu consensus, on n'a pas daigné passer aux élections. Un consensus, c'est quoi? C'est que l'ensemble des membres c'est entendu. Il y a eu consensus sur un bureau et vous avez été porté à la tête. Et mon ami Monique Ngomayak a été porté comme secrétaire général d'abord de la section locale et maintenant elle est au niveau national. En tant que félicitations à Monique Ngomayak, même comme j'attends que tu arrêtes toujours. Maintenant, répondez-nous à la vraie question, parce que celle-là était une question qu'on connaît. Qu'est-ce qui va se passer demain?
Demain, on a prévu à partir de 9h, vous avez la bonne heure, de se rendre au niveau de la maison de la communication. C'est où? Parce qu'il y a des journalistes qui m'ont posé cette question quand j'en parlais à Royal FM. La maison de la communication est celle-là qui est construite derrière le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en contrebas. Parce que moi j'ai au moins 10 ans d'exercice. J'ai été dans cette maison de la communication lorsque on l'avait mis sur pied. C'était lorsque le ministre Biti Biesam, avant lui, Jacques Famondongo, je crois bien, c'est pas Jacques Famondongo, c'était Moukoko, Moukoko Mbonjo et Menozé étaient là. Ils ont laissé cette maison lorsque le ministre Biti Biesam est arrivé. La maison de la commission était toujours là. J'ai été. On avait des ordinateurs connectés à Internet qui avaient été offerts par le groupe Gandou, je me souviens bien. Il y avait des archives de Camon Tribune qu'on nous faisait lire de temps en temps. Il y avait une salle de conférence où il y avait une table de chaises, on venait s'asseoir. C'était la maison où, lorsque vous avez un événement, vous étiez sûr de trouver des personnes qui vont relayer votre information. Lorsque vous aviez un journal, vous étiez sûr que, en arrivant dans cette maison de communication, vous serez sûr d'avoir des personnes capables de faire des piges dans votre journal pour que vous soyez en kiosque quelques jours plus tard. Alors cette maison de communication a été fermée. Un appel d'offres avait été lancé par le ministre Biti Biesam pour la réfectionner et la reconstruire. Je crois bien que c'est ce que l'appel d'offres dit. Et on a dégagé un certain nombre de millions pour cela. Alors nous on s'insurge parce que en regardant comment fonctionne la presse dans le monde entier, dans plusieurs pays qui font la promotion de cette liberté de presse et qui sont supposés avoir des maisons de la communication comme au Maroc, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme dans d'autres pays que je ne vais pas citer parce que j'insiste que les pays africains. Notre maison de la communication, c'est la maison des journalistes. C'est la maison que l'État offre aux journalistes. Vraiment inconnue par les journalistes. Voilà. Maintenant, on s'insurge du fait que cette maison jusqu'à aujourd'hui n'est pas finie. Alors nous, on se rendra sur les lieux de cette demain, à 9h. À 9h pour pouvoir faire la manifestation dans un lieu supposé être un lieu privé, un lieu qui appartient aux journalistes. C'est vrai qu'on fera la manifestation devant la maison parce qu'elle n'est pas terminée, pour aussi montrer au pouvoir public et tirer la sonnette d'alarme sur cette bâtisse qui doit être finie pour que les journalistes également aient leur maison comme toute autre organisation. C'est entendu Yannick Ebossé. Demain c'est une manifestation, comment ça se dit déjà? Manifestation sans casse quand même. Non, manifestation pacifique. Pacifique, c'est l'expression que je cherchais. Manifestation pacifique et républicaine. J'espère qu'on va pas sortir la thierie lourde comme on a sorti au MSC qui allait à Bétois samedi dernier. Bon, nous ne sommes pas un parti politique. Le maître Sim Emmanuel était obligé de bloquer la voie avec les voitures, etc. Le gouverneur était même bloqué. Il y a eu compromis. Finalement, ils sont entrés à Bétois. Donc, les gars qui nous regardent à la présidence de la République, au niveau des renseignements, partout au ministère de la Communication, au CNC, c'est une manifestation pacifique des hommes des médias qui veulent que cette maison, qui est la leur, soit achevée et qu'elle soit fonctionnelle pour que nous autres on aille souvent là-bas de temps à autre piquer quelques informations culturelles qu'on viendra disposer. C'est pourquoi je parlais produit à TV Soir en direct là-bas, Charlie et Tomen. C'est un rêve que nous autres. C'est possible. Et après la manifestation là-dessus, c'est quoi? Il y aura la bouffe quand même? Manifestation, non. Après il y aura les déclarations de la Fédération internationale, les déclarations de l'UNESCO, en fait de l'ONU. Par rapport à ça, déclaration du SNJC sur l'état de la presse et la déclaration de la section syndicale du centre qui va faire l'état de la presse dans le centre. C'est très important. Il faudrait que les journalistes qui viendront ou les invités qui viendront sachent qu'on va faire un peu comme un bilan de l'état de la liberté de la presse dans le centre, parce qu'on se rend compte que le centre, qui est un peu comme un pilier de la liberté au Cameroun, souffre beaucoup des menaces sur la liberté de se mouvoir des journalistes ici. Donc il est important, il y aura un rapport succinct sur la liberté de la presse dans la région du centre. Donc c'est de ça qu'on... Alors, quelles sont les cibles? Enfin, je veux dire, ça concerne qui? Tous les journalistes membres du SNJC ou alors tous les journalistes? Ça concerne tous les journalistes. Je crois que la journée mondiale de la liberté de la presse n'est pas une journée mondiale des syndicats uniquement de défense des journalistes. C'est pour tous les journalistes,
tous ceux qui sont journalistes, parce que journaliste voudrait dire quelqu'un qui vit de la collecte, du traitement et la publication des informations. Donc c'est ça un journaliste. Donc, maintenant, on peut ajouter les métiers connexes. Voilà. Connexes où il y a des techniciens, il y a des caméramans, il y a des monteurs, infographes, les monteurs. Oui, ce sont les métiers auxiliaires au métier de journaliste, parce que le journaliste, c'est celui-là qui récolte, traite et diffuse. Daniel Kebossé, ou alors Monsieur le Président, merci d'être passé nous voir cet après-midi. Je vous remercie également de m'avoir bonne fête, ça se dit bonne fête de la journée internationale de la liberté de la presse. Bon, bonne célébration. Bonne célébration, bonne manifestation. Nous serons là demain à 9h pour voir ce qui va se passer comme reporter et aussi comme journaliste. J'y serai. Je vous y attends. J'y serai. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas l'essentiel. Dieu vous aime. Voilà pourquoi il vous donne la vie. Sachez en prendre très bien soin. Prenons rendez-vous mercredi prochain quand il sera 4h de l'après-midi, 4h passées de 30 minutes. Passez un moment en campagne, ce qui nous reste comme programme. Et demain, si vous aimez la presse camerounaise, venez nous regarder dans notre manifestation pacifique. Apportez-nous un peu de l'eau aussi, on en aura besoin. Parce que après avoir manifesté, ça donne parfois envie de boire. De l'eau surtout, de l'eau minérale. Merci. Bye bye. ATV Soir.